Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous les jeudis de l'agro. Ce matin consacré au marché agroalimentaire en Suisse. Merci à Margot et Noémie de Business France d'être avec nous ce matin. Merci de partager votre expérience et votre expertise sur ce marché de l'agroalimentaire en Suisse. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier nos deux partenaires pour tous ces jeudis de l'agro, Produits en Bretagne et la BEA. Ces deux organismes nous accompagnent tout au long de l'année et nous accompagneront encore l'année prochaine pour poursuivre ce parcours filière que l'on vous propose pour déchiffrer et vous offrir des panoramas pragmatiques de toutes les opportunités sur les marchés agroalimentaires à travers le monde. Donc, on vous proposera d'autres jeudis de l'agro sur 2022. Je vous invite à regarder régulièrement l'agenda sur le site web de BCI. Alors, en ce qui concerne le déroulé de ce webinaire, il est enregistré. Vous aurez la possibilité de retrouver le podcast et la présentation au format PDF, la présentation de ce matin, sur la plateforme BCI Info, accessible via notre site web. Donc, pas de panique pour la prise de notes. Tout ce que l'on va vous dire et tout ce que vous allez voir à l'écran ce matin sera à votre entière disposition sur BCI Info. Lorsque vous allez vous déconnecter de ce webinaire, vous allez tomber sur un petit questionnaire de 10 réponses. Je vous remercie beaucoup par avance de prendre la petite minute nécessaire pour répondre aux 10 questions. Promis, ça ne prend pas plus d'une minute, mais c'est vraiment important pour nous, BCI, et aussi pour nos intervenants d'avoir votre retour, vos suggestions sur d'éventuelles thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde lors de prochains webinaires ou lors de prochaines réunions d'information en présentiel. Donc, merci par avance de répondre à ce petit questionnaire. Ensuite, donc ce questionnaire, hein, vous avez l'habitude maintenant, la majorité d'entre vous, de participer avec nous à ces webinaires, mais ça se veut vraiment interactif. C'est un moment privilégié qui est le vôtre, au cours duquel vous pouvez échanger avec nos intervenants, experts de chaque marché. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre la parole, à rebondir sur les propos de Margot et Noémie ce matin pour poser vos questions, exposer vos problématiques, et on s'efforcera évidemment d'y répondre en live au fur et à mesure du déroulé de cette présentation. Si toutefois nous n'avions pas les réponses à toutes les questions, ou si vous préférez de manière plus confidentielle en off aborder tel ou tel sujet par rapport à vos projets de développement, il est tout à fait facile d'organiser des visios, des B2B tout de suite après le webinaire avec Eric, votre chargé d'affaires de BCI, et Margot et Noémie. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous prévenir, à nous envoyer un mail ou à le préciser dans le petit questionnaire de fin de webinaire si vous souhaitez un rendez-vous B2B. Alors, je vais vous présenter nos deux intervenantes donc, de ce matin, toutes deux faisant partie de Business France. Margot Le Guernigou, qui est chargée d'études internationales. Margot est basée à Paris. Et Noémie Collin, chargée de développement agrotech, qui, elle, est en Suisse. Bonjour à toutes les deux et merci encore pour votre présence avec nous ce matin. Merci. Bonjour Karen, merci de l'invitation. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI. Vous nous connaissez toutes et tous déjà beaucoup. Je vais laisser ces slides dans la présentation que vous retrouverez sur Internet. Juste très brièvement, donc, comme vous le savez, on est une association financée par le Conseil régional et la CCI Bretagne. Et notre rôle majeur, c'est de vous aider dans votre développement à l'international et d'identifier et d'accompagner aussi les projets d'investissement étrangers en Bretagne. Je vous laisse découvrir qui nous sommes, qui est l'équipe, quels sont les différents services à votre disposition. Je vais juste m'attarder, si vous le voulez bien, sur cette petite vidéo. Je vous remercie par avance pour votre attention. Elle vous présente tous les différents outils numériques, y compris un tout nouvel outil que l'on vient de mettre en place qui s'appelle Suppliers from Bretagne, qui est un catalogue en ligne de toutes les entreprises bretonnes adhérentes à BCI. Je vous laisse découvrir la vidéo. Je vous remercie par avance pour votre attention. Pour accompagner la croissance des entreprises bretonnes à l'international, BCI accélère sa transition numérique en faisant évoluer son site web. Dès la page d'accueil, accédez aux dernières actualités du commerce international et à l'ensemble des ressources développées pour vous par BCI.
Découvrez nos solutions et services sur mesure, adaptés à chaque étape de votre développement international. Parcourez l'agenda. Découvrez l'ensemble de nos événements. Et inscrivez-vous directement en ligne. Profitez de nos outils numériques conçus pour répondre à vos besoins concrets et simples d'utilisation. Ils sont une aide précieuse pour optimiser votre export. Gagnez du temps avec BCI Info, le service de veille et d'information. Accédez à nos dossiers thématiques, concentrés d'informations en lien avec l'actualité. Complétez votre veille marché avec des centaines d'articles récents, sélectionnés, qualifiés et classés par secteur et zone géographique. Consultez l'information technique et réglementaire de référence, vérifiée et mise à jour en continu pour vos opérations export. Pour aborder de nouveaux marchés ou analyser vos pays cibles, accédez à nos synthèses marchés et ses données approfondies. Alimentez votre ciblage et votre prospection en vous appuyant sur notre base de données d'entreprises et d'organismes étrangers. Adhérents, BCI simplifie vos démarches RH avec la CVTech. Consultez les CV de candidats aux profils internationaux. Publiez vos offres d'emploi. Avec Business to Students, entrez en relation avec des étudiants bretons pour des stages, études ou projets tutorés. Chef d'entreprise adhérente, accédez à BCI Connect, le réseau de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant. Vous avez une problématique d'ordre stratégique et souhaitez un retour d'expérience ? Sélectionnez vos critères de recherche et contactez des dirigeants bretons référents souhaitant partager leur expérience. Votre entreprise est adhérente à BCI, créez votre espace personnel, retrouvez tous nos outils et pour faciliter vos recherches, créez vos alertes et ajoutez des articles en favoris. BCI innove avec Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises adhérentes auprès d'acheteurs étrangers. Présentez vos produits et services, gagnez en visibilité, entrez en relation avec des acheteurs, distributeurs et importateurs internationaux, catalogue en ligne du savoir-faire des entreprises bretonnes, Suppliers from Bretagne s'appuiera sur le réseau international de BCI pour étendre sa diffusion et générer des opportunités d'affaires. Enfin, pour attirer de nouveaux projets en Bretagne, le service de prospection et accompagnement des investisseurs étrangers, Invest in Bretagne, fait évoluer son site web. Valorisation de la dynamique économique et des secteurs d'activité, mise en avant des atouts de l'écosystème et des grands projets bretons. N'attendez plus, rendez-vous sur www.bretagnecommerceinternational.com et exportez. Merci beaucoup. Pour accompagner La dernière petite chose sur laquelle j'aimerais m'étendre un petit peu, c'est sur ce bel événement qu'est l'Open de l'International. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas le lundi 4 juillet 2022. Ce sera le 10e anniversaire de notre Open. Alors, comme vous le savez, on a l'habitude de dire que cette journée, c'est l'opportunité pour vous de faire le tour du monde
en une journée. Opportunité pour vous aussi de réseauter entre vous, entreprises bretonnes, mais aussi et surtout avec notre réseau de prestataires agréés à l'étranger, dont fait partie par exemple Business France Suisse, qui est avec nous ce matin. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous recevrez un mail le moment venu pour vous inscrire à cette journée. L'inscription est gratuite mais obligatoire. Vous retrouverez toutes les infos indispensables sur opendelinternational.com. Notez donc dans vos agendas lundi 4 juillet 2022. Alors ce seront les 10 ans. On vous réserve quelques surprises et quelques événements supplémentaires par rapport aux éditions précédentes. Ça se tiendra à Saint-Brieuc. Mais bon, encore une fois, vous recevrez l'invitation le moment venu, le début d'année prochaine. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce matin, donc le marché de l'agroalimentaire en Suisse. On va balayer différents points importants. On fera une petite introduction d'abord sur le pays. Ensuite, on parlera du marché agroalimentaire en Suisse. Quelles sont les productions locales, les importations, les exportations, une vue d'ensemble des ventes au détail. On parlera donc un peu des réseaux de distribution, l'impact Covid sur le secteur, quelles sont les grandes tendances de consommation en Suisse. On fera un point réglementation indispensable. Et puis enfin, on verra quelles sont les opportunités pour les produits français, quels produits français ont toutes leurs chances et toutes leurs opportunités sur le marché agroalimentaire suisse. Et puis ensuite, Margot et Noémie nous feront un petit point sur les recommandations stratégiques et nous donneront quelques conseils pour bien approcher le marché et accéder au marché suisse. Mesdames, je vous laisse la parole pour commencer avec en premier lieu, donc l'introduction, un petit panorama général sur le pays. Voilà, C'est à vous. merci Karen. Oui, du coup, pour commencer, c'est important de remettre un petit peu le contexte sur qui est la Suisse, comment est-ce que c'est organisé. Donc, on est sur un petit pays de 8,5 millions d'habitants qui est basé au cœur de l'Europe, avec des frontières avec à la fois des grands pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, mais il y a aussi l'Autriche. Donc, il y a une influence sur la culture locale. Et malgré en fait le fait qu'on soit une petite île au cœur de l'Europe, il faut savoir que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et ne fait pas partie de la zone euro. Donc ça veut dire qu'il y a des réglementations spécifiques et notamment douanières avec des contingentements notamment dans le secteur agroalimentaire et pour les produits agricoles qui impactent en fait les échanges commerciaux avec les pays voisins. Donc on est, comme je vous disais, sur un petit pays, 8,5 millions d'habitants, mais qui est très convoité parce qu'il y a un fort pouvoir d'achat. On est le deuxième pays, si on regarde au niveau du PIB par habitant, avec près de 80 000 US dollars. C'était l'année dernière. Et puis, on a les 3 villes les plus chères d'Europe, qui sont Zurich, donc dans la partie violette sur la carte ZH, Genève, qui est plus connue en France sur la partie en bas à gauche. Et puis, on l'oublie souvent, mais la capitale de la Suisse, c'est ni Zurich ni Genève, c'est Berne, en plein milieu du territoire. Donc, c'est les petites lettres BE dans la partie violette de la carte également. Autre information importante à savoir sur la Suisse, on est sur un État fédéral. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de centralisation des décisions. Chaque canton est souverain, en fait, sur ça. Il y a une réglementation naturellement globale sur le pays, mais aussi il y a quelques spécificités par canton. Et il faut savoir qu'il y a 26 cantons. C'est un élément extrêmement important à savoir sur la Suisse, puisque les Suisses, quand vous allez les rencontrer, souvent, avant de vous dire qu'ils sont Suisses, ils sont vaudois, ils sont fribourgeois, ils sont bernois, ou ils sont zurichois. Donc ces cantons, ils sont répartis sur 4 aires linguistiques. Donc côté France, quand on pense à la Suisse, premièrement, on pense souvent à la partie qui parle français. Il faut savoir que la partie francophone, c'est seulement 20%
du territoire, de la population. Donc, ce n'est pas le marché le plus important. La partie la plus importante, c'est la partie germanophone, donc qui parle allemand. Donc, c'est tout ce qui est en violet sur la carte. Et à savoir que la langue officielle, c'est l'allemand. Mais dans la vie de tous les jours, on parle le suisse-allemand. Alors, c'est une langue qui ne s'écrit pas, qu'il n'y a pas de règles spécifiques, et il y a un dialecte suisse-allemand par canton qui est différent, et c'est une langue dont les Suisses allemands en tout cas sont très fiers et qui leur permet de se différencier du grand voisin qui est l'Allemagne. Et puis après, de manière un petit peu plus anecdotique, on va avoir un canton qui parle l'italien, donc c'est le Tessin en vert sur la carte, la petite botte en bas qui touche l'Italie, et là c'est il y a une très grosse influence de l'Italie, notamment aussi qu'on est au sud des Alpes, parce que 60% du territoire suisse est couvert par des montagnes, et en termes de logistique, ils sont plus proches. C'est plus facile de passer par l'Italie que de remonter par Zurich, par exemple. Et la dernière langue parlée, ça va être le romanche, donc en jaune sur la carte. C'est vraiment anecdotique, hein. C'est 0,5% de la population, et c'est pas forcément utilisé sur les packaging. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais du coup, ça a une influence sur la manière dont vous allez devoir vous adapter à chaque zone géographique. En fait, il y a vraiment 3 marchés dans le marché en Suisse. Et du coup, juste, Karen, merci. Et du coup, juste pour terminer sur cette introduction, à savoir qu'on n'est pas dans l'Union européenne, donc il y a des accords de libre circulation des personnes et des marchandises. En revanche, pour prospecter en Suisse, il faudra respecter certaines réglementations, notamment vous pouvez aller jusqu'à 90 jours en Suisse sans restriction. Au-delà, c'est du détachement de salariés, il faut respecter la réglementation locale et faire des démarches plus spécifiques. Puis je vous ai remis le taux du jour, un franc suisse, environ 95 centimes d'euros. C'est une monnaie très stable, à part en 2015 où il y a eu un gros changement, mais c'est une monnaie stable, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir vis-à-vis des échanges avec les sociétés suisses. Voilà, on peut passer à la suite. Et du coup, je passe la parole à Margot. Merci Noémie. Alors, donc, comme disait Noémie, la Suisse, c'est un pays qui est donc vraiment au centre de 3 grandes puissances agroalimentaires en Europe, que sont la France, l'Italie et l'Allemagne. Et c'est un pays qui importe quand même une bonne partie des denrées qu'elle consomme. En 2020, donc bon, c'était une année un peu particulière, mais voilà, la Suisse a largement augmenté ses importations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse des importations était relativement stable les années précédentes, donc on était sur un taux de croissance annuel moyen de 2% entre 2015 et 2019. On est passé à plus 7% entre 2019 et 2020. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'en 2021, on a continué à avoir des importations qui sont vraiment plus élevées que la moyenne sur la dernière décennie. En 2020, les principaux produits importés, donc ça a été les fruits. Il faut savoir que la Suisse donc, produit pour le coup très peu de fruits. Les vins, le café et le thé, sachant que le café et le thé, c'est principalement destiné à une industrie de transformation avant d'être réexporté vers le reste de l'Europe. Et les préparations à base de céréales, notamment tout ce qui est BVP. Les 3 marchés frontaliers sont également les principaux fournisseurs. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise. Par contre, ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est vraiment une perte de vitesse de la France. Comparé à l'Allemagne et surtout à l'Italie qui, comme sur beaucoup de marchés, tend à nous prendre des parts de marché. Et alors, il faut savoir que donc, malgré cette forte hausse en 2020, la France a connu une baisse de 3%. Mais alors, c'est un recul qui est principalement dû au vin et à tout ce qui est BVP. Et ça s'explique aussi notamment par le fait que la plupart de ces produits soient destinés à la restauration hors domicile. Et la restauration hors domicile en Suisse, comme dans de nombreux pays, a beaucoup souffert en 2020 pendant le Covid. Et alors, en termes de principale production locale, il faut savoir que la Suisse importe à peu près la moitié des denrées qu'elle consomme. C'est un produit qui a une identité qui est assez forte, qui a une agriculture dont ils sont très fiers. Alors, voilà, c'est une agriculture, donc, comme on le sait, qui est vraiment, qui est vraiment performante sur tout ce qui est lait, sur tout ce qui est viande bovine, viande porcine et culture végétale, donc tout ce qui va être légumes, céréales planifiables. Et aussi une importante industrie de transformation. On connaît tous le fromage suisse, on connaît tous le chocolat suisse. Après, voilà, il faut juste se renseigner parce que ça va vraiment varier de produit à produit.
Par exemple, on a un taux d'autosuffisance qui va varier largement. On est autour de 95-100% pour les carottes, de 55% pour les tomates. Pareil pour la viande, on est à peu près, voilà, en porc ou en veau, la Suisse est pratiquement autosuffisante. Viande bovine, on tourne autour de 80% et vraiment on descend à 60% pour la volaille et moins de 50% pour la viande ovine. Donc il faut connaître un peu le marché. Parce qu'à partir du moment où il y a une production suisse, les consommateurs vont davantage se tourner vers cette production que vers les produits importés. Si tu peux passer à la slide suivante. Ah, merci. Alors, rapidement, justement, donc, Noémie va revenir ensuite sur l'impact Covid, mais pour avoir vraiment une vue d'ensemble des ventes au détail en 2020. On a des enseignes traditionnelles qui dominent largement, donc on le verra ensuite, qui sont vraiment dominées par un duopole. On a les discounters qui se développent progressivement, mais voilà, qui restent quand même bien en arrière. Et on a quand même des commerces spécialisés, avec à chaque fois vraiment une grosse domination des produits frais. Donc les Suisses sont quand même attachés à ces produits frais, attachés à tout ce qui est cuisine, etc. Donc voilà, ça reste, c'est une tendance qui vraiment est en train de perdurer. Comme disait Noémie, on a un fort pouvoir d'achat, ce qui se traduit aussi dans l'achat de produits alimentaires. Et surtout, on a 10,7% des dépenses alimentaires qui sont consacrées aux produits bio. C'est le plus fort taux dans les pays. Enfin, la Suisse, en gros, est le premier marché en bio par habitant. Donc, les Suisses, ils sont extrêmement attachés et sont extrêmement concernés par tout ce qui est durabilité, environnement. Donc, ils n'ont aucun... le bio est vraiment plus qu'une mode ou autre. C'est une tendance de fond qui a plusieurs années d'avance sur de nombreux pays européens, dont la France. Au niveau de la répartition des dépenses alimentaires par ménage selon la région, donc c'est ce que Noémie disait, c'est vrai qu'en Suisse, on a clairement 3 marchés distincts. Si on se concentre sur la Suisse romande et la Suisse alémanique, finalement, quand on compare les dépenses par grosse catégorie de produits, on voit qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Après, ce qui va varier, ça va être vraiment les produits achetés. Par exemple, la viande est de 20% en Suisse romande et en Suisse alémanique. Sauf qu'en Suisse romande, on va avoir davantage de viande ovine, on va avoir davantage de viande de volaille. En Suisse alémanique, on va être vraiment beaucoup sur la viande porcine. Donc, il faut juste se renseigner parce que le type de produit, alors les catégories de produits sont relativement identiques. En Suisse romande, on dépense un petit peu plus pour les produits alimentaires. Et surtout, ça va être une question de type de produits consommés qui ne vont pas être les mêmes. Et du coup, je laisse Noémie parler de l'impact Covid. Ouais. Du coup, si on s'intéresse à l'impact Covid en Suisse, alors il faut savoir qu'en Suisse, on n'a pas eu de confinement strict comme on a pu l'avoir en France. Donc, les gens étaient libres de leur circulation et sinon, c'était principalement des recommandations de la Confédération, à savoir quand même que pendant un certain temps, on n'a eu que les magasins alimentaires qui étaient ouverts. Tout ce qui était autres commerces de détail à fermer, ainsi que tout ce qui était restaurants et bars. Du coup, ça a eu l'effet que les ventes au détail, en tout cas dans tout ce qui est grande distribution, ont été dopées en fait, par la fermeture de ces magasins-là. Et donc, on a eu une croissance de plus 11,3%, ce qui ne s'est jamais vu dans l'agroalimentaire en Suisse. Et donc, on a atteint un chiffre exceptionnel de près de 30 milliards de francs suisses, en tout cas en vente au détail. À savoir aussi qu'en Suisse, alors je l'ai mis dans la slide, les frontières ont été fermées pendant plusieurs mois et ça a aussi stoppé ce qu'on appelle le tourisme d'achat. Donc vous avez un certain nombre de consommateurs suisses, notamment ceux qui habitent à la frontière, que ce soit côté français ou côté allemand, qui vont faire leurs courses en France ou en Allemagne, tout simplement parce que on n'a pas forcément les mêmes produits et c'est moins cher aussi. Donc ça a fortement bénéficié au commerce en Suisse, en tout cas. Et à savoir quand même tout de même si
les consommateurs passent la frontière pour faire certaines courses, notamment sur tout ce qui est produits d'épicerie ou des fois un petit peu de viande. Il y a quand même des quotas qui sont appliqués. Par exemple, vous avez le droit à maximum 1 kg de viande rouge par personne. Et dans tout ce qui est vin, c'est 6 bouteilles pour de la consommation personnelle. Après, au niveau des modes de consommation, l'impact de la crise sanitaire, c'est que ça a changé en fait les modes de consommation. Comme Margot l'a déjà évoqué, on a vu le bio qui est déjà une tendance de fond majeure qui a explosé. Il y a eu plus 16,5% des produits en bio qui ont été vendus. Et l'e-commerce aussi s'est beaucoup développé, notamment dans l'e-commerce alimentaire, plus 18,8%. À savoir que l'e-commerce en fait, en Suisse était peu développé. Notamment sur l'alimentaire. Par exemple, des acteurs comme Amazon, ils ne sont pas en Suisse. Vous pouvez commander sur Amazon, mais par le biais de Amazon France ou Amazon Allemagne, et ensuite vous faire livrer en local. Donc, en fait, il y a les deux grands, Margot l'abordera après, de la grande distribution, en fait, vont vraiment miser sur ça. Des plus petits opérateurs ont aussi lancé leur site de e-commerce. Et on a vu vraiment un boom au niveau des offres qui s'est développé, même si ça reste quand même un petit marché par rapport à d'autres pays. Et enfin, pour terminer, il y a eu des évolutions. Je disais qu'il y a eu plus de ventes, mais les évolutions sont variables en fait suivant les secteurs. Par exemple, on a eu des pénuries de beurre parce que la production locale a baissé. Donc, naturellement, on est allé importer plus de beurre en provenance de France, par exemple, pour tout ce qui est œufs, carottes, bananes également. Et il y a eu un fort effet aussi de stockage de certaines enseignes et des consommateurs. Donc voilà. Après, là, pour les perspectives pour l'année prochaine, en début d'année, elles étaient plutôt mauvaises. On attendait plutôt une baisse de la consommation. Et là, le premier semestre 2020 est de manière assez surprenante, plutôt positif. On est avec une croissance de 1,4 sur tout ce qui est alimentaire, avec la réouverture en avril et ouais, en avril-mai, tout ce qui est bar et restaurant, ça a réouvert et les gens étaient très contents d'y retourner. Et pour le moment, ils sont encore ouverts, bien sûr, avec des mesures passe-Covid, etc. Mais la consommation est là. Alors, oui. Avant d'attaquer le prochain point, peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance, parmi nos participants. N'hésitez pas à intervenir et à nous interrompre si vous avez des questions. On est vraiment à votre disposition et à votre écoute pour y répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, au niveau des tendances de consommation, alimentation saine et fonctionnelle. Alors, il faut savoir que les Suisses sont quand même, voilà, c'est un peu un cliché, mais des consommateurs plutôt jeunes, plutôt sportifs, qui prennent soin d'eux. Et donc, il y a vraiment cette recherche qui a été exacerbée justement avec le Covid, de consommateurs qui sont attentifs à la nutrition, attentifs à l'aspect santé. C'est un aspect qui va vraiment se retrouver dans la composition des produits. On va avoir des produits à base de probiotiques ou autres qui sont recherchés et ça reste une réalité sur ce marché. Un attachement à la tradition, à la qualité, c'est quelque chose qui est extrêmement important, ça aussi. C'est un aspect qui va se retrouver aussi bien dans l'emballage que dans les produits recherchés. Il faut savoir que la Suisse, c'est un marché qui est quand même assez exceptionnel parce que l'offre française, qui est vraiment perçue comme qualitative et premium plus sur beaucoup de marchés, en Suisse, elle va être milieu de gamme, premium, mais alors l'offre suisse va être toujours, en termes de qualité, va être toujours perçue comme au-dessus de l'offre française. On a des consommateurs qui sont extrêmement attachés vraiment à tout ce qui est qualité de l'emballage, apparence du produit, et qui sont prêts à mettre le prix, mais à condition que vraiment le produit soit impeccable. Les consommateurs ouverts aux innovations, alors ça aussi, on a deux aspects. Donc, il y a cet aspect, cet aspect tradition-qualité, mais on a aussi des consommateurs qui sont ouverts à l'innovation. Il faut savoir que la Suisse, c'est un marché saturé, c'est un marché où il y a quand même très peu d'aspects de croissance parce que les gens se débrouillent très bien, ils s'approvisionnent et auprès de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de plein d'autres pays, et ça marche très bien. Et lors de l'étude qu'on a menée, donc on a rencontré une quarantaine d'opérateurs, et vraiment les seules niches où les opérateurs nous disaient clairement oui, on recherche
tel type de produit, c'était sur des produits innovants, c'était sur des alternatives végétales, c'était sur des produits bio, c'était sur des produits premium ou des choses qui ne sont vraiment pas sur le marché avec des formats snacking ou autres. Mais voilà, quoi. Et donc, ça allait au niveau des recettes, ça allait au niveau donc, ce que je disais, des formats, donc des poissons à faire griller, au niveau des emballages, etc. Mais ça reste aujourd'hui sur le marché suisse la principale niche de croissance pour se développer, sachant que le marché est déjà quand même à un certain point très proche de la saturation. Un très fort attachement au bien-être animal. Alors là, c'est pareil, c'est une tendance de fond qu'on voit sur beaucoup de marchés. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est une tendance de fond qui est bien en avance par rapport à de nombreux pays, y compris la France. Ça va concerner aussi bien le secteur des produits carnés que des produits laitiers, que des produits de la mer, voire même de tout ce qui est BVP. L'un des exemples qu'on a, c'est que lors de notre étude, on a rencontré des importateurs de produits de BVP qui nous disaient qu'il faut bien comprendre qu'en Suisse, le bien-être animal est extrêmement important et que, par exemple, voilà, nous, on importe des viennoiseries, il faut que la dorure sur la viennoiserie soit réalisée à base d'œufs issus de la ponte au sol, parce que si ce n'est pas un œuf qui est issu de la ponte au sol, on est obligé en fait de le marquer sur l'étiquette et personne ne voudra l'acheter. On a aussi des producteurs, comme Micarna, qui est l'un des principaux producteurs de viande, qui met par exemple des webcams dans ses étables pour montrer que ces vaches sont extrêmement bien traitées et que tout se passe bien. Et donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour traiter avec des Suisses, il faut respecter les normes suisses. Donc, il y a aussi ce contraste un peu où ils importent énormément de volailles du Brésil, mais il faut que les fournisseurs brésiliens, en fait, respectent vraiment les normes suisses. Donc, finalement, la France a eu aussi tendance à perdre des parts de marché sur cet aspect-là parce qu'elle n'informe pas assez, en fait, elle ne fait pas assez de communication justement vis-à-vis de toutes ces mesures de bien-être animal. Un patriotisme culinaire exacerbé par la crise, c'est ce que je disais aussi, c'est-à-dire que les Suisses sont extrêmement attachés vraiment à leur identité. C'est un petit pays, comme disait Noémie, c'est un pays qui est au cœur de 3 puissances agroalimentaires et qui est malgré tout parvenu vraiment à conserver une identité qui est extrêmement forte. Et l'une des raisons qui explique ça, c'est que voilà, il y a vraiment la primauté suisse. C'est-à-dire que quand un consommateur va avoir le choix entre un produit français ou un produit suisse, même si le produit suisse est plus cher, même si la qualité n'est pas forcément exactement la même, il va toujours choisir le produit suisse. C'est une question de principe. Voilà, on a des consommateurs qui sont extrêmement attachés à ça. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, on a aussi des gens qui faisaient on a interrogé des entreprises qui faisaient des produits transformés, qui vraiment faisaient un effort pour inclure des ingrédients suisses. Et à partir du moment où il y avait, par exemple, c'était du levain suisse dans des pâtisseries ou autres, dans des pains ou autres, c'était extrêmement reconnu et extrêmement apprécié cette démarche de vraiment s'approprier en fait des ingrédients locaux dans des produits, même s'ils étaient importés et fabriqués en France. Et c'était un vrai plus pour aller voir les importateurs. Alors ensuite, c'est ce qu'on disait aussi, le premier marché mondial pour le bio par habitant. Les Suisses ont les consommateurs suisses ont un certain pouvoir d'achat et ont une grande sensibilité à tout ce qui est durabilité et environnement. Alors par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on parle de bio en Suisse, on parle de bio suisse. Ils ont leur propre label. Ils reconnaissent le label AB européen, mais pour eux, c'est pas encore garant d'assez de. Il n'y a pas assez de garantie derrière ce label AB européen. Donc, ils ont créé leur propre label bio suisse qui est encore plus restrictif. Et donc, voilà, même les importateurs ou les grandes surfaces, en fait, quand ils vont présenter un rayon bio, ils vont privilégier le label bio suisse au label AB européen. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un cahier des charges qui est très strict, mais qui n'a aucun mal à être suivi par les Italiens notamment, et qu'à partir du moment où on veut proposer des produits bio en Suisse, déjà, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de production locale, parce qu'à partir du moment où il y a une production locale, forcément, elle sera privilégiée. Et ensuite, il faut bien s'assurer qu'on respecte le label bio suisse, qui est souvent demandé, moins pour les produits transformés, mais vraiment pour les produits agricoles. Donc, voilà, il faut se renseigner un peu. Les importateurs sont ravis de vous dire exactement comment faire et qu'est-ce que ça contient. Mais voilà, il faut vraiment se plier aux normes du marché suisse. Et ensuite, e-commerce alimentaire, c'est ce que Noémie disait, donc elle en a parlé un peu. C'est une tendance qui est quand même beaucoup moins développée que sur d'autres marchés européens, comme le Royaume-Uni ou la France.
mais qui se développe quand même avec donc, les principaux acteurs Coop et Migros dont on va parler tout à l'heure, qui sont aussi les deux grands acteurs en physique traditionnels, et quelques pure players qui émergent et qui se développent depuis l'an passé. Alors, je te laisse prendre la main, du coup, Noémie. Ouais. Du coup, comme je vous le disais, hein, la Suisse, on n'est pas dans l'Union européenne et du coup, la réglementation, et notamment dans tout ce qui est produits agroalimentaires, est extrêmement importante. Donc, au niveau des bases, il faut savoir que la TVA en Suisse, au taux normal, est à 7,7% et le taux réduit est à 2,5%. Vous pouvez vous-même vérifier vos droits de douane pour le passage de frontières et tout ce qui est taxes sur le site tares.ch, dont je vous ai mis le lien sur la slide. En termes d'étiquetage, donc il y a une ordonnance qui réglemente, c'est pareil, je vous ai mis le petit lien qui réglemente l'étiquetage. Le plus important à savoir, c'est que au minimum, une langue officielle est demandée pour l'étiquetage des produits. Donc on a l'avantage avec la France que le français fait partie des langues officielles de la Suisse. Donc officiellement, le français suffit. Après, à savoir que si vous souhaitez viser sur la Suisse, sur le long terme, souvent ce qui va être demandé, c'est un étiquetage en français et en allemand. Mais si vous trouvez un partenaire en local, certains importateurs font aussi du contre-étiquetage en allemand, puisque le plus gros marché en termes de nombre de consommateurs, ça va être la Suisse alémanique. Donc voilà. Donc, comme je vous le disais, je vous ai remis le lien aussi. Si vous souhaitez aller prospecter en Suisse, vous devez vous annoncer auprès des autorités locales. Donc, il y a juste un formulaire à remplir en ligne en quelques jours avant votre déplacement en Suisse. Donc, c'est le formulaire Entsendung. Pour tout ce qui est produits alimentaires, souvent, il est nécessaire d'avoir un permis général d'importation. Alors, en tant qu'entreprise française, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est réservé justement aux sociétés basées en Suisse. Donc, c'est un permis qui est gratuit, illimité et incessible. En revanche, si vous êtes implanté en local avec une structure juridique, là, vous pouvez en demander un. Et justement, grâce à ce permis-là, vous pouvez demander à avoir votre part, enfin, à avoir un taux du contingent et bénéficier en fait des droits un petit peu moins élevés ou à droit zéro en fonction des typologies de produits. Donc tout ça, c'est disponible sur l'Office fédéral de l'agriculture suisse. Donc on a cet avantage-là aussi que toutes les informations sont disponibles en français par catégorie de produits. Donc vous pouvez dans tous les cas vous renseigner au préalable. Je vous ai remis aussi les contacts des douanes suisses comme françaises. Alors françaises pour l'exportation et la Suisse pour l'importation. Il faut savoir que la douane suisse est là pour vous aider. Il faut le voir comme un partenaire. Donc si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils répondent assez vite, ils répondent en français. Donc, c'est vraiment un partenaire pour vous aider dans vos démarches et les importateurs travaillent très régulièrement avec eux. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et enfin, pour terminer, donc, en termes de réglementation pour la mise sur le marché de produits agroalimentaires, donc on est sur la même réglementation que le marché de l'UE depuis 2017. Et ça fonctionne principalement sur un principe d'autocontrôle des produits. Et il faut savoir qu'il y a quelques réglementations spécifiques. Par exemple, on a eu le cas en début d'année d'une entreprise qui vendait des infusions sous le nom de tisane en Suisse. Et il se fait que la réglementation a changé et vous ne pouvez pas vendre des tisanes sous le nom de tisane dans un magasin alimentaire, puisque c'est considéré comme un produit thérapeutique et ça doit être vendu en pharmacie. Donc, il faut une autorisation spécifique. Si vous voulez vendre des tisanes dans les magasins alimentaires, il faut appeler ça sous le terme d'infusion. Donc, il faut se renseigner au préalable aussi pour certaines appellations, notamment s'il y a une dimension santé. Donc voilà, on peut passer à la suite, au circuit de distribution. Alors, je reprends la main. Du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on a évoqué plusieurs fois, c'est qu'en Suisse, on a deux vraiment géants de l'agroalimentaire, enfin
la distribution alimentaire que sont Coop et Migros, qui sont d'ailleurs surnommés les géants orange, qui sont principalement présents sous forme de supermarchés et avec des réseaux qui vraiment poursuivent leur extension. Il faut savoir que c'est des entreprises et des groupes qui ont une extrêmement bonne image auprès des Suisses. C'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout en France où la grande distribution écrase les producteurs ou autre. Non, c'est deux entreprises qui sont extrêmement bien perçues et que les Suisses affectionnent particulièrement. On a quand même vu une concurrence croissante du discount. Bien sûr, bon, le prix, voilà, les différences de prix restent importantes. Avec notamment donc, Lidl et Aldi qui sont maintenant durablement implantés. Il faut savoir que la dynamique s'est un petit peu arrêtée en 2020 à cause du Covid. Donc les gens avaient tendance à aller beaucoup plus dans les supermarchés de proximité. Donc ça a plutôt profité à Coop et Migros. On a d'autres circuits, mais qui restent très, très minoritaires, mais qui ont toutefois fait l'objet d'un regain d'intérêt avec la crise sanitaire, donc l'e-commerce, les magasins spécialisés. Voilà, pour être en termes de chiffres, donc Migros et Coop qui font à peu près 2/3 des ventes, avec donc une légère domination de Migros, mais Coop a quand même plus de supermarchés. Si on peut passer, voilà, merci. Et alors ensuite, on a quand même d'autres circuits qui tentent tant bien que mal d'exister. Les discounters dont j'ai parlé, avec Denner qui appartient pour le coup au groupe Migros et sinon Lidl et Aldi. On a aussi d'autres enseignes de grande distribution qui sont Volk, Spar, quelques détaillants indépendants qui existent également. On a les grands magasins, donc Globus, Manor, qui pour le coup ont une offre vraiment premium, mais qui en même temps vont être, voilà, ça va être les magasins où on va trouver aussi le plus de produits français, et ça va être des magasins où on va trouver des produits un peu de français de spécialité. Enfin, je pense aux fruits et légumes notamment, qui sont quand même un peu compliqués à importer. Et voilà, si vous avez des fruits et légumes très qualitatifs, généralement, on a une chance de les trouver à Manor, par exemple. On a des magasins spécialisés. Donc là, j'ai mis Alnatura, qui est notamment la première chaîne en termes de bio en Suisse. Donc c'est un magasin qui ne fait que du bio. Les Cash & Carry et donc le e-commerce, les enseignes traditionnelles que sont Coop et Migros, et alors les pure players, dont Farmy, qui est un pure player relativement récent, mais qui marche bien et qui se développe aussi, donc qui propose des produits qualitatifs et qui se développe aussi bien sur les circuits courts que sur des produits importés, mais plutôt qualitatifs. Et la restauration hors domicile. Donc là, c'est les chiffres 2019 parce que 2020, on ne les a pas encore. Avec 27 000 établissements de restauration, 122 restaurants étoilés, 22 milliards de chiffre d'affaires en 2019, donc qui est un chiffre qui a baissé en 2020. Avec donc 4 segments à distinguer que sont la restauration commerciale, la restauration collective, la restauration haut de gamme et les chaînes de restauration. Il faut savoir que ces 4 canaux qui peuvent tous les 4 présenter des opportunités pour les produits français. Maintenant, voilà, ça ne va pas être le même type de produit. Juste un petit focus sur la restauration collective. Il faut savoir qu'avant la crise, il y avait près d'1 million de Suisses, ce qui est quand même beaucoup sur un pays de 8,5 millions d'habitants, qui mangeaient chaque jour dans un établissement de restauration collective. Et que voilà, on a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui sur ce canal cherchent des produits un peu plus qualitatifs pour se démarquer. Et donc c'est pas que des produits de bas de gamme ou milieu de gamme. Même en Suisse, sur la restauration collective, il y a quand même de la place pour des produits un peu plus qualitatifs. Ensuite, en termes d'opportunités pour les produits français, vas-y Noémie, du coup je te laisse prendre la main. Ouais. Du coup, de manière générale, hein, comme on le disait, l'image des produits français est qualitative en Suisse, parce que c'est vrai qu'on a cette image de la France, pays de la gastronomie. Toutefois, il y a une forte concurrence locale, comme on l'a déjà évoqué, et étrangère. Et en fait, on va retrouver principalement les produits français en Suisse romande. Et justement, pour réussir sur la Suisse, justement, on évoquait cet aspect régional. Ça parle aux consommateurs, donc n'hésitez pas à jouer sur la spécificité locale de votre produit, communiquer sur le savoir-faire, comment ça a été fait, sur l'histoire de la société. Si c'est une société, je ne sais pas, qui a 20-30 ans d'expérience, c'est des éléments qui vont rassurer les opérateurs en locaux et naturellement
toute démarche bio, respectueuse de l'environnement, c'est apprécié des consommateurs en local. Et puis, on va l'évoquer tout à l'heure, mais il existe en fait différentes niches pour tout ce qui est produits qui répondent aux tendances actuelles, parce qu'on est quand même sur des consommateurs qui s'intéressent tout ce qui est innovant. Il y a de plus en plus de produits convenience, puisque les Suisses sont très actifs. Ils vont beaucoup dans les montagnes faire du sport. Ils voyagent aussi beaucoup. Et du coup, tout ce qui est produit répondant à ces besoins-là, avec une bonne image, une image locale, un savoir-faire, peuvent trouver preneur, à condition que ce soit bien marketé. Et contrairement à l'Allemagne ou par exemple les Pays-Bas, on va être sur un marché où le prix va moins être un sujet de discussion. On va d'abord parler innovation, avantage, plutôt que prix qui viendra dans un deuxième temps dans la discussion. Alors, pour donner quelques exemples d'opportunités par secteur, donc, on a étudié donc, dans le cadre de l'étude qu'on a réalisée différents secteurs. Certains sont ressortis avec plus de potentiel que d'autres, mais il y a quand même des choses à faire un peu partout. Maintenant, on reste quand même sur des produits de niche. Pour les fruits et légumes, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système d'importation qui est très complexe. On a des contingents tarifaires. Et en fait, pour ça, il faut connaître la production suisse, et en savoir un petit peu sur le système d'importation. L'avantage, c'est que les importateurs seront ravis de vous expliquer comment ça marche. Le désavantage, c'est que c'est compliqué de se projeter parce qu'en fait, les contingents tarifaires vont être réajustés 2 fois par semaine en fonction de la production, de ce qui est disponible et de ce dont le pays a besoin. Donc, on peut difficilement se projeter en termes de volume. Il faut une grande flexibilité, mais il y a quand même des choses à faire. Pour les fruits et légumes, on est sur un marché qui est vraiment, comme dans beaucoup de pays, dominé par l'Italie et l'Espagne. C'est l'un des rares segments où vraiment le facteur prix ressort et on nous dit que l'offre française est souvent trop chère. On a un système d'importation qui est complexe et saisonnier, c'est-à-dire que on nous expliquait que, par exemple, les abricots étaient encore importables en juin, mais à partir du mois de juillet, le marché se fermait complètement. Donc, parce que la production locale, qui était un peu faible, était en marche et les importateurs ne devaient acheter que du local. Les produits français ont vraiment perdu de leur superbe ces dernières années. La faute principalement aux produits italiens qui ont pris les parts de marché. Maintenant, il reste quand même proposé en complément de gamme pour étoffer certains Migros, certains Coop. Dans les Manor et Globus aussi, c'est ce que je disais, c'est là où on va trouver vraiment la plus grosse proportion de fruits et légumes français. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant à savoir pour tout ce qui est Migros et Coop, c'est-à-dire qu'ils ont une partie de l'assortiment qui est décidée en national et une partie de l'assortiment qui est décidée en local. Et notamment dans tout ce qui est Suisse romande, en fait, c'est là où on va trouver une plus grosse proportion de fruits et légumes français, parce qu'on a des consommateurs qui sont beaucoup plus demandeurs et qui sont plus prêts à mettre le prix en fait, pour des fruits et légumes vraiment de qualité. Et la restauration haut de gamme aussi reste quand même un débouché important. Il y a beaucoup de restaurants français en Suisse et c'est des restaurateurs qui sont prêts vraiment à mettre le prix pour avoir leurs pommes de terre, pour avoir leurs choux-fleurs, etc. On est aussi présent sur les segments premium et les produits de monopole. C'est quelque chose qui reste extrêmement demandé. On a des consommateurs et des importateurs qui sont prêts à payer le prix pour avoir du chasselas, du muscat, des mirabelles et des produits bio, mais alors à condition qu'ils ne soient pas produits en Suisse. Et dans ce cas-là, c'est vrai que la proximité de la France, justement, est un avantage parce que cette démarche bio-environnementale, elle va aussi de pair avec l'empreinte carbone. Et quand on fait valoir que le déplacement n'est pas si grand entre la France et la Suisse, même si la Bretagne est un peu éloignée, ça reste quand même moins loin que l'Espagne. Et donc, c'est quelque chose à mettre en avant sur ce segment. Pour tout ce qui est épicerie sucrée, alors c'est un marché, donc c'est des produits transformés alors qu'il n'y a pas de restriction d'importation. C'est un marché qui est dominé par l'Allemagne, mais alors c'est aussi un marché où les importations ne cessent de progresser et la part de la France reste de toute façon relativement stable, donc la France augmente ses exportations. On a une offre française qui est recherchée dans tout ce qui est hôtellerie, restauration,
dans la grande distribution classique pour tout ce qui est confiture, les biscuits, les jus, les desserts, etc. En Suisse romande, parce que voilà, les habitudes de consommation des Suisses romandes en termes d'épicerie sucrée sont quand même très proches des habitudes françaises. Et dans tout ce qui est haut de gamme, donc pour les grands magasins, voilà, dont on parlait tout à l'heure pour Globus et Manor. Ce qui est très intéressant, notamment pour ce segment, c'est qu'on va être à la recherche de produits régionaux qui sont connus ou à faire connaître à l'aide de dégustations ou de campagnes de communication. Donc, on nous a cité l'exemple des galettes bretonnes. Enfin, voilà, il y a beaucoup de Suisses, enfin, les Suisses, notamment les Suisses romands, connaissent plutôt bien la France. Ils connaissent bien la Bretagne, ils viennent passer leurs vacances en Bretagne. Ne pas hésiter vraiment à avoir cette approche régionale. Alors, Noémie en a un peu parlé, mais ce qui est très important en Suisse, c'est que justement l'approche régionale, en fait, quelque part, les Suisses voilà, ont vraiment cette identité régionale très forte et se reconnaissent vraiment dans cette approche régionale plus que nationale. Il y a des pays où on dit allez-y avec un grand drapeau français, dans les Suisses, c'est allez-y avec votre région parce que c'est une échelle que les gens comprennent beaucoup plus. On va être aussi à la recherche de produits sains, produits sans gluten, sans lactose, vegan, bio, etc. Et en l'occurrence, ça va être vraiment sur tout ce qui est les dégustations vont être la clé parce qu'on a des consommateurs qui ne sont pas trop aventureux, mais qui aiment bien déguster, qui aiment bien tester. Et à partir du moment où vous avez une image un peu traditionnelle, où vous leur expliquez comment a été fait le produit, d'où il vient, et que vous leur faites goûter, il y a quand même de bonnes chances que ce soit apprécié. En termes de viande, c'est aussi un secteur qui est un peu compliqué. C'est un secteur qui est contingenté. En viande bovine, c'est compliqué. En viande porcine, c'est un peu compliqué parce que le pays est quasi autosuffisant. Par contre, on a encore des demandes pour tout ce qui est vraiment niche très qualitative, pour les produits sous SICO, les produits fermiers et pour tout ce qui est viande de volaille et viande ovine. La viande française est vraiment reconnue comme qualitative. Il n'y a pas de... la production en Suisse est moins qualitative pour le coup et est quand même loin d'être suffisante. Donc la France a vraiment des cartes à jouer et est déjà quand même plutôt présente sur le marché. Donc voilà, l'image France passe très bien sur ce segment. Ok, donc maintenant on va s'intéresser aux 4 filières restantes qu'on a étudiées lors de cette étude. Donc pour tout ce qui est produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, donc on est aussi comme l'épicerie sucrée, sur un marché dominé par l'Allemagne, même si c'est vrai que l'origine n'est pas toujours spécifiée hein, dans ce segment-là. Et c'est un secteur où il faut bien étudier les habitudes de consommation, les typologies de produits. Par exemple, la brioche n'est pas du tout consommée en Suisse parce qu'il y a une concurrente locale qui est la tresse au beurre, qui ressemble un petit peu à la brioche, mais qui est entre la brioche et le pain et qui est beaucoup moins sucrée que ce qu'on va retrouver en France. Il faut savoir aussi qu'il y a aujourd'hui de moins en moins de boulangeries artisanales en Suisse et on retrouve de plus en plus une domination en fait des deux gros hein, qui sont Coop et Migros et qui ont toujours un coin viennoiserie, pain frais à la fois dans leurs magasins de proximité ou dans les stations essence. Il faut savoir que la plupart d'entre eux, de ces grosses enseignes, ce sont aussi des empires qui ont des stations essence, qui ont d'autres chaînes de magasins. En revanche, tout ce qui va être produits sans gluten, produits adaptés au régime spécifique vont être recherchés. On en voit de plus en plus sur les étals. Au niveau des viennoiseries, alors la viennoiserie française n'a pas été égalée encore en Suisse et il y a de plus en plus d'importateurs qui nous ont expliqué qu'ils avaient tenté de faire de la viennoiserie suisse, mais ils revenaient à la viennoiserie française, très souvent en surgelé, à cuire directement sur place grâce à des fours en bake-off et que notamment aussi au niveau des ingrédients, le beurre suisse ne permettait pas de faire le même feuilletage que le beurre français pour tout ce qui était viennoiserie et donc il se fournissait auprès de la France pour faire ce type de produit. Et aussi attention sur les ingrédients, de ne pas utiliser, comme Margot le disait en début de présentation, par exemple des œufs de pont en cage sur certains produits de cette catégorie.
Et puis, un autre segment qui fonctionne bien et qu'on voit de plus en plus se développer, c'est tout ce qui va être l'offre snacking, pizza quiche, notamment là pendant la période du confinement. Tout ce qui était restauration collective est naturellement fermé, mais Coop et Migros avaient toujours des magasins ouverts et pour les personnes qui se déplaçaient, l'offre de convenience, de produits à emmener avec soi pour le repas du midi, c'est un petit peu étoffé. Donc voilà, si on s'intéresse maintenant au fromage, alors c'est un segment intéressant puisqu'il n'y a pas de restriction d'importation. C'est vrai que sur la Suisse, on est quand même sur un pays qui est fortement producteur, hein. C'est le pays de la fondue, de la raclette. On consomme environ 22 kilos de fromage par personne, donc c'est quand même assez conséquent. Et du coup, l'offre française peut se positionner justement sur des segments qui ne vont pas être concurrents à l'offre locale. Donc, en fait, les Suisses sont assez forts sur tout ce qui est pâte dure, semi-dure. Donc, l'offre française est très présente sur tout ce qui est pâte molle, notamment avec tout ce qui avait été brie, roquefort. Et on a vu différentes, quand on a échangé avec les importateurs, tout ce qui est un petit peu produit niche de spécialité qui sort de l'ordinaire, qui se développe, notamment on nous a parlé tout ce qui est brie truffé ou brie avec de l'ail et des herbes, des choses comme ça. Et tout ce qui se développe aussi, ça va être tout ce qui est alternative végétale. Alors, je ne sais pas si on peut parler de fromage, mais il y a beaucoup d'offres qui se développent en ce moment, notamment à l'initiative de start-up, mais aussi de la grande distribution. Migros mise beaucoup sur ça et en ce moment, on fait beaucoup de marketing et regarde ce qui peut se faire au niveau des sociétés sur ce type d'innovation pour proposer une alternative aux produits laitiers à ses consommateurs. Et enfin, tout ce qui est fromage de chèvre, de brebis, sont moins produits en Suisse, donc il y a encore de la place pour des produits français de qualité. Karen, je vais juste finir sur les produits de la mer. Le vin, je ne vais peut-être pas l'évoquer parce que j'ai vu qu'il n'y avait personne qui faisait du vin au niveau des spectateurs. Oui, juste pour terminer sur les produits qui n'ont pas de restriction d'importation. Donc, il y a les produits de la mer. C'est vrai qu'on n'a pas de... On n'a pas de côte ici en Suisse, on a des lacs, des montagnes, et donc il y a certains poissons qui sont élevés dans des piscicultures. Et naturellement, on est obligé d'importer ce qu'on veut consommer en produits de la mer. C'est à savoir que c'est quand même des produits assez saisonniers, notamment sur la période des fêtes au niveau de tout ce qui est crustacés, produits premium. Et l'offre française se situe plutôt bien, notamment tout ce qui est pour produits haut de gamme, poissons nobles, tout ce qui est destiné à la restauration haut de gamme. Et Margot en l'évoquait tout à l'heure, mais aussi sur des formats un petit peu innovants, prêts à cuire ou à griller, à savoir qu'il y a des différences entre Suisse romande et Suisse alémanique. En Suisse romande, on va être ouvert à consommer du poisson entier. En Suisse alémanique, pas du tout. On consomme des filets. Il y a par exemple certains importateurs qui ont un laboratoire de transformation et ils ont des personnes dédiées qui enlèvent à la pince à épiler toutes les arêtes qui sont dans les filets. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et tout ce qui est pêche éco-responsable, label MSC, ça va être des choses qui vont être recherchées. On a échangé notamment dernièrement avec une société française qui a expérimenté justement ces prérequis pour la Suisse et qui, pour entrer dans le cahier des charges, a proposé un homard justement tracé de telle baie en pêche durable et qui propose ces animaux, ils sont déjà cuits. En revanche, pour s'adapter au cahier des charges, ils étourdissent les animaux avant cuisson, des choses qu'ils ne font pas forcément sur d'autres marchés et qui est demandé justement pour respecter le bien-être local. On peut passer à la slide suivante. Donc après, tout ce qu'on a dit avec Margot pour
comment approcher justement les acheteurs, les importateurs suisses. Alors, on vous a mis cette petite photo qu'on trouve assez caractéristique. Alors, c'est la photo d'une pub pour de vente de fromage suisse. Il faut partir en fait du principe que les opérateurs suisses, ils ne vous connaissent pas, ils n'ont pas besoin de vous. Donc, il faut trouver un moyen d'accroche pour les convaincre, les rassurer, pour leur faire comprendre en quoi votre produit ou votre solution peut être intéressante pour eux et de quelle manière ça s'inscrit bien dans leur portefeuille produit. Et ce qu'il faut savoir, en fait, que les importateurs suisses ne renouvellent pas très souvent leur portefeuille, à part sur certaines innovations, mais ils recherchent en fait des partenariats de longue durée. Donc, du coup, quel est l'avantage que vous pouvez leur apporter? Comment est-ce que vous voyez la collaboration? Parce que Margot parlait justement en amont de tout ce qui est dégustation en magasin. Apportez-leur des idées sur le soutien marketing. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que le produit se vende mieux? Et en Suisse, on est plutôt sur un marché, on aime bien dire qu'il faut plutôt rassurer plutôt que convaincre. Donc, toutes les références que vous pouvez avoir à la fois en France, à l'étranger, ou même si vous avez déjà des points de vente en Suisse qui prouvent que votre produit est sollicité et plaît, vont être des arguments en votre faveur. Donc, du coup, au niveau de la relation commerciale, il va être important, ce qui est attendu, c'est que vous soyez réactif, flexible, que vous ayez bien conscience en fait des impératifs et des réalités du marché. L'objectif, en fait, comme je vous le disais, c'est de créer une relation de confiance durable avec les partenaires commerciaux sur place, d'être vraiment transparent. Par exemple, je ne sais pas si vous leur avez promis lors d'un rendez-vous de leur envoyer des échantillons, une documentation je ne sais pas, pour le mardi, par exemple, il faut que ça arrive soit pour le mardi, soit avant. Si vous êtes hors délai, là, ça va être un petit point en moins pour vous. Et c'est vrai que c'est un petit marché, donc tout le monde se connaît. S'il y a eu des erreurs de fait auprès d'un opérateur, ça se sait assez vite. Et ça peut être problématique. Pour ceux qui souhaitent développer la Suisse alémanique, on recommence très fortement d'avoir quelqu'un qui maîtrise l'allemand ou au moins très bien l'anglais. Pour une première approche, avoir des plaquettes en allemand et en parler en anglais, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que pour que la relation se passe bien, sur le long terme, c'est bien d'avoir une personne dédiée qui puisse répondre aux demandes en local. Et souvent, ça passe aussi par soit un partenaire en Suisse romande ou Suisse alémanique qui peut traiter les échanges. Et puis ensuite, comme on vous disait, c'est important de s'adapter au marché à la fois sur le packaging, les étiquetages, l'emballage. Si vous avez des labels, faites-les apparaître. Et puis renseignez-vous aussi sur la concurrence, les assortiments pour pouvoir en discuter avec les opérateurs en local. Et puis proposer des appuis promotionnels autant que possible. Tu peux passer la slide suivante, Karen. Donc, pour conclure, la Suisse, les points à retenir, notamment dans l'agroalimentaire, il est quasiment indispensable de passer par un importateur, notamment pour tout ce qui est démarches douanières. Et puis même les Suisses aiment parler aux Suisses, donc ça vous facilitera un grand nombre de démarches. Faites attention à l'approvisionnement, la logistique, parce que c'est assez complexe et exigeant. Troisième point, il ne faut pas considérer la Suisse comme une extension du marché français. Ils ont leur spécificité, même sur la Suisse romande, et ils en sont assez fiers. Et puis, pensée régionale, donc 3 marchés dans le marché, 3 langues, différentes manières de consommer en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne. Et puis, du coup, l'étude dont on vous a présenté les résultats là, avec Margot, elle est disponible gratuitement en ligne sur le site de Business France. On vous a remis le lien et puis vous pourrez trouver plus d'informations détaillées sur chaque filière d'activité. Margot, je ne sais pas si tu avais un mot de conclusion en complément à dire. Non, c'était ça. C'était une étude qui a été réalisée du coup pour le compte du ministère de l'Agriculture
Et on a étudié quand même, on a interrogé une quarantaine d'opérateurs sur 8 filières. L'idée étant vraiment de comprendre le fonctionnement du marché suisse, de comprendre quel impact avait le Covid et quelles sont les opportunités pour les produits français, pardon. Et tout ça pour conclure que c'est un marché qui est extrêmement intéressant, qui gagne à être connu, où il y a vraiment de la place pour des produits qualitatifs, où il y a des consommateurs qui sont demandeurs de ces produits. Mais voilà, c'est un marché qui nécessite aussi beaucoup d'adaptation et on sait que c'est parfois ce qui pêche un peu pour les entreprises françaises. Et c'est dommage parce que voilà, on a quand même des consommateurs qui sont réceptifs à nos produits sur ce marché. Merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? N'hésitez pas à intervenir ou à partager votre expérience. Peut-être la majorité d'entre vous qui êtes connectés avec nous ce matin ont déjà des contacts en Suisse, ont déjà même pour certains des partenaires. Peut-être que vous pouvez partager vos expériences. Tout partage peut être utile évidemment aux autres entreprises, aux autres participants. Et écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose dans ces cas-là de clôturer ce webinaire. Merci encore une fois Noémie et Margot pour l'approche pragmatique. C'était très clair et bien détaillé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Ah, j'ai une question qui arrive. Existe-t-il un annuaire des importateurs? Alors, plus qu'un annuaire des importateurs, on va avoir accès, notamment sur le site de l'OFAG, qui est donc l'organisme, le ministère de l'équivalent du ministère de l'Agriculture en Suisse, qui a importé, pour tous les secteurs contingentés, qui a importé combien de tonnes l'an passé. Donc, c'est pas un annuaire des importateurs, mais c'est déjà très utile parce que du coup, ça nous permet de vraiment voir qui détient un permis d'importation pour les filières encadrées. Après, ça reste quand même. Je vous invite à aller sur le site de l'OFAC. On va peut-être mettre peut-être vous envoyer le lien. Je vais le rajouter ou tu peux me donner l'OFAC, comment tu épelles? Donc c'est 3W OFAG. Attendez, je vous l'envoie dans le chat parce que c'est le site internet, c'est en allemand. Enfin, le lien. Ils l'ont en français aussi. Il y a une traduction anglaise du site ou française peut-être même? Il est disponible en 3 langues en fait. Il est disponible en allemand, en français, en italien et même en anglais. 4 langues, pardon. Parfait. Bon, je vais rajouter effectivement ce lien web sur une diapo de conclusion. Comme ça, vous aurez l'information dans la présentation. Et sinon, ça reste quand même compliqué. Il faut savoir aussi, on n'en a pas trop parlé, mais que c'est pas un cliché. La Suisse, c'est un pays qui est quand même très opaque. Et c'est comme ça aussi. Ils ont un système d'importation et même un système de fonctionnement où il n'y a que eux qui savent vraiment comment tout marche. Et c'est vrai qu'on s'était rendu compte lors de nos études, on allait sur des sites d'importateurs qui avaient l'air tout petits, qui étaient vraiment avec des sites qui avaient l'air d'avoir 20 ans, etc. Et puis en fait, quand on se renseignait un peu, quand on allait justement sur cette fiche, on voyait que l'entreprise était un énorme importateur de fruits et légumes, donc ce qui ne se laissait pas du tout voir sur son site internet. Donc c'est même entre eux en fait, on s'en est rendu compte. Mis à part les très gros, ils n'ont pas. On a parlé des importateurs moyens ou régionaux qui nous disaient en fait je peux pas estimer ma part de marché parce que je ne connais pas mes concurrents. Il y a vraiment une grande culture du secret, on ne connaît pas les chiffres d'affaires, etc. Il n'y a pas cette culture de la confidentialité. Vous n'êtes pas obligé en fait de publier un chiffre d'affaires. D'accord. Des sociétés. Donc après, des groupes comme Migros et Coop, ils ont forcément un rapport d'activité à la fin de l'année où on peut récupérer certains chiffres. Mais c'est eux qui décident de le publier ou non. Et puis même peut-être pour ajouter sur tout ce qui est produits transformés, moi je vous conseillerais d'être très détaillé au niveau des fiches techniques, au niveau de la liste des ingrédients, parce que c'est des éléments en fait qui vont aider les importateurs à estimer en fait la taxe qui va être appliquée. Parce que souvent, notamment, regardez pour tout ce qui va être pâté terrine,
la taxation va être en fonction de y a-t-il plus ou moins 20% du produit principal. Et du coup, ça va décider quel est le tarif douanier qui va être utilisé pour la taxation. C'est noté. Je rajouterai ça également dans la diapo des points à retenir. Ouais, faut être patient, c'est un marché qui demande du temps et de l'investissement, mais une fois qu'on a réussi à y rentrer sur le long terme, c'est intéressant. Parfait, parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je vous ai remis les coordonnées d'Eric, votre chargé d'affaires agroalimentaire à BCI. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Eric si vous voulez creuser plus en détail certains points. Et puis, Eric se mettra en relation avec Margot et Noémie pour vous aider. Je vous ai mis aussi les coordonnées de nos collègues en CCI territorial pour la partie technique et réglementaire, mais aussi pour la phase amont vraiment de votre développement à l'international. Et puis enfin, les coordonnées de Margot et Noémie que vous pouvez aussi contacter aisément. On est à votre entière disposition. Merci encore beaucoup, beaucoup à toutes les deux pour votre présence. Merci à toutes et à tous pour votre participation ce matin à ce webinaire. Les prochains rendez-vous, prochain jeudi de l'agro, c'est le 2 décembre sur le marché agroalimentaire du Japon. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, il vous est possible de le faire en allant sur l'agenda de notre site web. Et puis, vous retrouverez les nouveaux jeudis de l'agro sur l'agenda pour 2022 ultérieurement. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir. bonne journée, au revoir.